c'est une équipe mobile qui fait partie du service adolescent et qui est née de plusieurs constats, on va dire. Il y avait déjà une activité de pratique péri-hospitalière qui était portée par l'unité Flavigny, qui est l'unité conventionnelle d'adolescents de l'hôpital, ici au Vinatier, qui allait vers les adolescents justement, qui eux n'avaient pas accès aux soins, mais pour lesquels on était très très inquiets et qu'on voulait ramener à l'hôpital. Donc l'équipe péri-hospitalière se déplaçait chez les adolescents et essayait de travailler une demande de soins pour pouvoir les hospitaliser. Ça s'est arrêté pendant le Covid parce que l'unité Flavigny a été submergée, comme tous les services adolescents, par des flux d'adolescents massivement souffrants. Et en parallèle, est née en quelque sorte l'unité Jules Verne puis UHBA, qui est une unité d'hospitalisation brève pour les adolescents au moment du Covid justement, et où on s'est rendu compte qu'on travaillait de plus en plus en amont, en aval et au cours de l'hospitalisation sur de l'aller-vers. C'est-à-dire que nous-mêmes au sein de l'UHBA, il y avait des adolescents pour lesquels, pour comprendre ce qu'ils faisaient crise ou ce qu'ils faisaient souffrance, il fallait qu'on aille chez eux, qu'on aille les voir, ou qu'on les revoie après l'hôpital pour soutenir justement un réancrage sur le soin. Et c'est à partir de ces deux grandes filiations, l'expérience antérieure de l'équipe péri-hospitalière de Flavigny, et puis notre pratique, nous, péri-UHBA, on va dire, qu'on a créé cette équipe mobile pour aller vraiment travailler auprès des adolescents une demande de soins qui n'était pas possible pour eux à ce moment-là. Donc c'est vraiment la plus-value de l'équipe mobile, c'est de faire un travail hors les murs qu'on ne peut pas faire dans l'enceinte de l'hôpital ou dans l'enceinte du CMP. Mais ce qui est très important aussi là de se redire, c'est qu'on est un maillon intermédiaire vers un dispositif de soins plus pérenne. On a vraiment pour vocation de s'arrimer à tout le tissu existant de la pédopsychiatrie et d'essayer d'être un maillon un petit peu complémentaire pour les jeunes qui seraient en décrochage de soins ou pour lesquels il faudrait du soin intensif hors les murs qu'on ne peut pas faire avec les dispositifs existants. On peut intervenir lorsqu'il y a une période de crise pour l'adolescent. Également, on intervient quand il y a une sortie d'hospitalisation. On vient soutenir les soins jusqu'à ce que les soins plus pérennes au CMP se reprennent. Et puis également, quand bien même l'adolescent, lui, n'a pas de demande, mais que son entourage, que ce soit les parents ou les professionnels qui le connaissent, sont inquiets, on peut intervenir également. D'accord. Donc comment c'est détecté ce phénomène d'être reclus c'est quelque chose qui s'identifie rapidement ou c'est un peu au long cours? Est-ce qu'on observe l'adolescent dans son fonctionnement? Oui, donc généralement c'est les autres intervenants auprès de l'enfant d'adolescent qui viennent s'inquiéter du fait qu'un adolescent soit reclus, donc soit en rupture avec son environnement de vie habituel, par exemple n'aille plus à l'école. C'est un phénomène qu'on a vu en grande augmentation au décours du confinement, par exemple pendant la Covid, ou se désengage de tout son tissu social, ne participe plus à des activités. Si je comprends bien, dans son fonctionnement, c'est un peu un sas qui conduit après, une fois qu'on a réarrimé, comme vous l'exprimez bien, l'adolescent aux soins, ils sont amenés à être orientés vers d'autres dispositifs. Comme quel dispositif, par exemple? Assez souvent le CMP, c'est vraiment nos partenaires principaux. Mais on peut orienter vers la maison des ados, vers un point coup de jeunes, sur toutes sortes d'autres structures, mais essentiellement les CMP. Très bien. Et Stéphanie, comme vous reprenez la parole, expliquez-nous concrètement comment ça se passe pour saisir l'équipe en fait. Qui vous appelle? Est-ce que c'est n'importe quelle famille? Comment ça se passe? Alors non, ce ne sont pas les familles. Le principal adresseur à Movado, c'est POP, donc nos collègues de la plateforme d'orientation. D'accord. On peut être aussi, on a aussi des demandes qui émanent des urgences, donc de toutes sortes d'urgences, puisque les adolescents peuvent être HEH, HFME. Et la manière de nous orienter les adolescents, c'est une fiche d'adressage qui est assez succincte. Et on a une adresse mail où on reçoit les demandes. On a aussi des demandes de l'intra, de l'hospitalisation complète, pour en effet faire le tuilage que tu décrivais tout à l'heure, vers un soin ambulatoire plus pérenne. Et puis il y a des demandes aussi des CMP, de nos collègues des dispositifs extra-hospitaliers, pour justement aller travailler de manière concomitante en milieu de vie. C'est vraiment comme ça qu'on se représente la plus-value de l'équipe mobile, c'est d'aller travailler en milieu écologique.
c'est-à-dire là où est l'adolescent. C'est pas forcément au domicile? Non. J'ai un exemple précis. Hier, on est allé faire une petite marche dans un parc avec un adolescent, puisque ça semblait plus adapté de le rencontrer à l'extérieur. Voilà, donc on peut totalement s'adapter. En fait, c'est vraiment l'idée d'être au plus près des besoins du jeune et pas lui demander de venir à nous, mais nous d'aller vers lui. C'est-à-dire d'aller au plus près de ce qui pour lui est possible, de rencontrer un soignant. D'accord. Peut-être juste une fiche d'adressage, puisqu'on était on discutait un petit peu des conditions. Une fiche d'adressage que vous aurez assez facilement. Il suffit d'envoyer un mail à mouvado avec un s @ch-levinatier et en retour de mail, vous aurez la fiche d'adressage. Très bien, alors on trouvera dans le replay, je pense, en sous-titre, je parle à la régie, en sous-titre, toutes les coordonnées, voilà, pour vous joindre. Alors, petite question sur comment se passe concrètement le travail avec les jeunes dans la durée, en quoi consiste cet accompagnement? C'est vrai qu'on a vocation à être transitoire, du coup nos prises en soins peuvent aller jusqu'à 8 semaines. 8 semaines, voilà, d'accord. Donc ça reste temporaire. C'est assez court. Tout à fait. D'accord, et pendant ces 8 semaines, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est sous forme d'entretien. D'accord. Donc avec une première phase d'évaluation où il y a une évaluation qui est médicale ou à laquelle je participe avec le case manager. Donc ça peut être un ou plusieurs entretiens. Et ensuite, ce sont des visites régulières du case manager. Et par contre, ça peut être aussi toutes sortes d'accompagnements. Ça peut arriver que ce soit sur un plan scolaire ou un accompagnement sur une activité. Enfin, on est assez... disons imaginatif sur ce qu'on peut proposer aux adolescents et de pouvoir les accompagner. Et la fréquence, elle est adaptée en fonction de ce qu'on rencontre et de ce dont le patient a besoin. Donc ça peut être une fois par semaine, ça peut être plus souvent aussi, c'est modulable. Et vous pouvez intervenir sur les traitements, les formes d'accompagnement, réévaluer des diagnostics par exemple. C'est pas l'objectif premier de l'équipe mobile. L'objectif premier, on l'a dit, c'est de réarrimer aux soins, pour reprendre les termes de Pauline, mais c'est pas d'être le référent soignant. Pas là, pas en 8 semaines en tout cas. C'est de raccrocher le patient. Mais après... c'est vrai qu'en tout cas, si on parle de diagnostic, on va plutôt parler de diagnostic fonctionnel. Voilà. C'est-à-dire on va essayer de comprendre ce qui fait crise pour un adolescent et dans quelle mesure il y a peut-être un trouble psychiatrique, mais il y a peut-être aussi un environnement de vie vulnérabilisant. Et du coup, d'essayer d'orienter une prise en charge qui ne va pas être forcément psychiatrique pure à proprement parler. Il y a des adolescents qui sont en grande souffrance parce que leur milieu de vie, il est lui-même extrêmement fragilisé. Et pour cela, on ne va pas forcément d'emblée orienter vers de la pédopsychiatrie. On va plutôt orienter par exemple vers de la maison des adolescents pour essayer de travailler tous les enjeux adolescents ou accompagner les parents par exemple à mieux soutenir leurs jeunes ou à mieux, voilà, en tout cas se réaccorder on va dire. Mais quand on parle de diagnostic, c'est surtout un diagnostic fonctionnel et pas tant un diagnostic nosographique à proprement parler, quoi. Donc si je comprends bien, Dr Espy, on intervient aussi auprès des familles, pas seulement auprès du jeune lui-même? Non, c'est l'essence même de Mouvado. C'est vraiment de faire un travail qu'on va appeler écologique. C'est à la différence de ce qu'on peut faire à l'hôpital ou dans un cabinet ou dans un CMP, où on a le jeune mais pris sous une fenêtre spécifique qui est le cadre hospitalier. Là, à Mouvado, on va pouvoir aller dans son milieu de vie à lui, essayer de comprendre où il habite, quelles sont ses ressources, quels sont ses points de fragilité, comment il a dans son quotidien, comment il mobilise des marges de manœuvre. Enfin, c'est d'essayer vraiment de comprendre dans le milieu de vie du jeune ce qui peut participer de sa souffrance. Ce qu'on ne peut pas toujours faire à l'hôpital. C'est vraiment, Mouvado a cette plus-value spécifique d'aller pouvoir travailler hors les murs. Très bien, bravo. Et depuis quand l'équipe fonctionne-t-elle? Elle a été lancée au mois de mai, en sachant qu'on a eu toute une période de coordination. Officiellement, donc au mois de mai, officieusement surtout à partir du mois de juin, en sachant que l'été n'est pas pourvoyeuse de beaucoup de demandes et on a une activité qui commence à être tout à fait importante depuis le mois de septembre. Vous suivez à peu près combien de jeunes à cet instant? Je dirais la 27.
27 Voilà. jeunes qui sont On a déjà accompagnés. Et quelle est la capacité sur l'année? On parle de case load, on parle de 8 patients par case manager, en sachant qu'on a 5 case managers. D'accord. Donc une quarantaine d'adolescents Quarantaine, en même temps. Voilà. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions. Donc, si vous souhaitez ajouter peut-être quelque chose que je n'aurais pas évoqué à l'instant, avant qu'on passe aux questions. Peut-être juste dire qu'on est aussi dans une position d'humilité. On est en train de construire notre dispositif. C'est un jeune dispositif qui est en train de trouver ses accordages internes, ses accordages externes, avec tout l'enjeu de venir en complément des dispositifs existants, mais en différenciant notre pratique à nous des autres dispositifs de soins pour les adolescents qui existent sur notre hôpital. Parce qu'on a la chance d'avoir plein de dispositifs pour adolescents qui existent. Donc on est sur cet enjeu, nous, de mieux définir aussi notre objet clinique et notre place, mais avec l'humilité d'un dispositif qui est en train de se mettre en place. Donc on s'engage dans des rencontres et on réajuste. On expérimente. C'est ça. Et on expérimente. Très bien. Alors j'ai une question. Lorsqu'il y a des indications qui émanent des CMP, dans l'idée d'une mise en place par la suite de soins en CMP, est-il possible de faire des co-consultations, par exemple IDE Movado plus IDE CMP, pour aider ensuite sur le passage au CMP, sachant qu'en CMP, nous faisons des visites à domicile. Tout à fait. En fait, on est tout à fait pour faire de la co-consultation, puisque ça a beaucoup de sens avec les soignants qui connaissent déjà le jeune ou ceux qui vont apprendre à le connaître, peu importe la situation, mais oui, on est tout à fait C'est bien l'idée. pour, et c'est effectivement un axe qu'on aura à développer. C'est vraiment l'idée de nous de se tenir à disposition de nos collègues en fait. C'est les collègues du CMP qui vont pouvoir imaginer dans quelle mesure nous utiliser au mieux en complément du soin qu'ils proposent déjà pour un adolescent. Mais on s'appuie vraiment du coup pour le coup sur leur connaissance du jeune et de la situation. Parfait, vous avez votre réponse. Et ensuite, on a une question sur pouvez-vous détailler un petit peu le type de case management qui est pratiqué sur l'unité? Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples concrets? Alors, l'idée, c'est vraiment la prise en charge globale du patient. Il ne s'agit pas que c'est pas médico-centré. L'idée, c'est de prendre en soin le patient depuis l'accompagnement dans le milieu de vie scolaire jusqu'à une visite sur l'extérieur nécessaire à la prise en soin. C'est vraiment l'idée de la prise en charge globale. C'est pas de rester vraiment sur l'évaluation du traitement, l'évolution des symptômes ou une fonction un peu plus infirmière, un peu plus classique. Là, on sort de ce champ-là et on va beaucoup plus loin pour mesurer de façon globale l'intégralité de ce dont a besoin l'adolescent. C'est ça. Oui, case manager, en fait, pour nous, ça veut juste dire un soignant référent. Ça veut dire quelqu'un qui va être particulièrement impliqué auprès d'un jeune et qui va être celui qui le connaît le mieux. Ce qui est peut-être, en effet, un peu différent des prises en charge hospitalières classiques, où souvent le référent, c'est un peu le médecin, quoi, globalement. Là, c'est l'idée vraiment que la personne qui s'engage auprès du jeune un peu du début à la fin de la prise en charge équipe mobile, qui va le rencontrer à différents endroits avec une séquence de soins qu'il va définir avec lui, et celui qui le connaît. Et donc qui va pouvoir se mettre en lien avec les partenaires pour la suite, qui va pouvoir faire retour aux parents, qui va pouvoir en tout cas être engagé de manière primordiale auprès d'adolescents. Pour illustrer nos propos, chaque case manager a un téléphone portable sur lequel il peut échanger par SMS. Voilà, c'est vraiment cette proximité. Très bien. J'ai l'impression que la personne derrière l'écran souhaitait avoir des exemples peut-être concrets de prise en charge. Alors, comme exemple récent, on a une collègue qui a fait tout un accompagnement sur, par exemple, l'aspect scolaire. Qui s'est déplacée au lycée avec la jeune et avec l'instauration d'un aménagement de l'emploi du temps. Elle a été assez partie prenante de cette action-là, par exemple. L'aménagement directement avec le milieu éducatif. Tout à fait, avec le lycée. Très bien. Est-ce que, alors, une petite question, est-ce que ce dispositif est bien destiné exclusivement aux ados du secteur? La question de la sectorisation, ça c'est important. Oui.
On Eh oui. intervient sur le secteur Vinatier, effectivement. Qui est un Le immense secteur territoire déjà, du Vinatier. du Vinatier. Donc on n'a pas sous-sectorisé comme ça existe dans les pôles adultes, le territoire du Vinatier. Si un jour on peut agrandir le secteur, on le fera volontiers. Mais aujourd'hui, on est une toute petite équipe, 5 case managers, je le rappelle, pour tout le Vinatier. Donc ça, on est obligé de... Voilà, la métropole, je crois que exactement. le secteur du Vinatier couvre plus de 800 000 personnes. On est obligé de limiter un petit peu notre territoire, autrement on ne pourrait pas y arriver. Et puis l'enjeu, c'est vraiment la continuité des soins. Donc pour nous, c'est important Avec d'être continue. arrimé sur notre territoire. Notre territoire, c'est celui du Vinatier, avec les CMP, avec ce qu'on les y a autres construit. la ZAP, qui est l'hôpital de jour de crise, qui est un dispositif qui est très important pour les adolescents, et puis les secteurs intra-hospitaliers. Mais c'est vrai que l'implication sur un territoire avec les liens sanitaires et les autres liens, pour nous, il est important. Donc c'est le sens d'avoir un territoire défini d'intervention qui est celui de notre hôpital, quoi. D'accord. Et pour l'instant, les personnes, les jeunes que vous avez reçus, ils sont à quelle proportion orientés vers vous par l'extérieur ou par suite à une hospitalisation ici au Vinatier? C'est quoi à peu près la Moi, je proportion? dirais que c'est beaucoup pop. C'est principalement. Donc l'extérieur. Ouais. Je dirais ça. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est ce Ça, qu'on... cet trait de ouais. pop est Ouais. important, d'accord. Et Ouais. les hospitalisations aussi ici au Vinatier, les adolescents peuvent rentrer Quelques-uns. quelques-uns. Oui, tout à fait. D'accord. Ouais, je dirais 5 à 10% peut-être. Ça reste en une minorité. hospice, ouais. Pour l'instant, ouais. En tout Oui. cas, c'est Ouais. quelques prises en soins de jeunes qui sortent d'hospitalisation, mais c'est pas. Voilà, c'est plutôt pop, notre adresseur principal. Et c'est En très fait, bien. oui. N'hésitez pas à poser vos questions. On en a encore une qui est arrivée de Benjamin qui voudrait savoir est-ce que toutes les sorties sont médicalisées ou bien possibles pour chaque professionnel? Ou est-ce que c'est seulement en binôme forcément? Alors, Les interventions, d'accord. les Les interventions à interventions à domicile. Oui. Ok. Oui. Les interventions. Alors, on fait les évaluations effectivement à deux. Ensuite, les case managers font beaucoup de prises en soins seuls. On s'adapte. Si on juge que c'est plus opportun de rester à deux sur la prise en soin, on reste à deux. Mais c'est plutôt, ils sont plutôt seuls, nos case managers. Et ensuite, c'était quoi la deuxième partie de... Est-ce que vous intervenez seul ou en binôme? C'est ça? Ah voilà, Oui. voilà. C'est ça. Ok. Moi j'ai encore une petite question, c'est pourquoi est-il important de faire connaître Movado finalement à une large partie de la population? Ou à le plus de monde possible, en tout cas à tous les partenaires? Disons que c'est vrai qu'on a deux niveaux d'entrée dans le dispositif, un petit peu comme on disait tout à l'heure. On a pour tous les partenaires de niveau 1, on va dire, la porte d'entrée privilégiée qui va être POP, notre plateforme d'orientation en pédopsychiatrie, qui va pouvoir discriminer parmi les situations celles qui une jauge pertinente d'orienter vers Movado. Et puis après, on a l'autre porte d'entrée par tous les dispositifs de la psychiatrie. Et là, en effet, notamment sur les urgences, on a quand même pas mal d'orientations par les urgences. Il est important pour nous que nos collègues, notamment urgentistes, puissent imaginer parmi les options à leur disposition l'équipe mobile. Parce que parfois, ça permet d'éviter une hospitalisation, parce que parfois, ça permet de renforcer un soin ambulatoire pour des situations qui sont critiques. Donc c'est vraiment ces partenaires-là qu'on essaye de cibler, nos collègues psychiatres, pédopsychiatres des dispositifs d'urgence. Et puis pour l'interface avec la ville et la population générale, on va dire, c'est vraiment que notre partenaire POP est un peu la porte d'entrée privilégiée pour le coup, pour après orienter vers Movado. Très bien. Et vis-à-vis de votre expertise sur ces troubles de l'adolescence, quels conseils vous pouvez donner aux personnes pour repérer des signes qui tendraient à dire mais il faut orienter ce jeune, il faut s'occuper de lui, il faut saisir maintenant l'occasion de le faire suivre? Nous, ce qui va toujours nous importer, on va dire, dans le champ de l'enfance en général et en particulier en pédopsychiatrie, c'est les situations de rupture. C'est tout ce qui va venir faire rupture, avec l'état, ce qu'on appelle l'état antérieur. Un jeune qui d'un coup ne parle plus, ne mange plus, ne sort plus, ne va plus à l'école, change complètement de comportement, change complètement de vie émotionnelle,
change complètement dans sa manière d'interagir avec les autres. Voilà, ça doit faire en tout cas point d'alerte. Après, à dire il faut tout de suite de la pédopsychiatrie, non, c'est pas du tout la manière dont on conseille les gens de se positionner. On conseille plutôt d'abord faire appel évidemment au médecin traitant, et puis après éventuellement dans un second temps de se tourner vers les dispositifs d'orientation généraliste qui existent et qui sont très bien pensés, notamment nous sur l'hôpital, que sont Live par exemple, ou POP, avant que d'envoyer forcément par exemple les jeunes vers les urgences. Les urgences doivent être vraiment mobilisées pour les situations de crise aiguë, comme des crises suicidaires par exemple. Un enfant qui aurait des idées noires qui se scénarisent, là par exemple, c'est un critère d'orientation vers les urgences. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir plein d'autres dispositifs, notamment le médecin traitant, qui va pouvoir se mettre en lien avec les dispositifs existants, donc notamment POP et Live, pour trouver la meilleure orientation. Quand vous parlez d'idées noires qui se scénarisent, pour que ce soit bien clair vis-à-vis des personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo sur YouTube et qui ne comprendraient pas exactement ce que ça signifie, qu'est-ce que vous appelez se scénariser? Des idées noires, c'est pas simple. Enfin, en tout cas, nous, les idées suicidaires qui font pour nous critères d'urgence, c'est pas simplement avoir déjà pensé à la mort, par exemple. Avoir déjà pensé à la mort, c'est pas forcément avoir pensé à se donner la mort. Et puis après, avoir pensé à se donner la mort revêt un caractère d'urgence si ça prend une forme précise. C'est par exemple, demain, je vais sauter sous un train et par ailleurs, j'ai déjà écrit une lettre à mes proches. Vous voyez, il y a aussi une dimension d'urgence en plus simplement de l'idéation suicidaire. Le scénario est prévu. Le scénario est prévu. Quand le scénario est prévu, alors il faut agir vite. C'est ça. Et s'il y a le moindre doute, de toute façon, il faut appeler Live, le dispositif d'orientation. Il y a le 3114 qu'il faut toujours qu'on rappelle. 3114, le numéro d'urgence. Voilà. Très bien. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Vous avez encore quelques petites minutes. On termine à 14h. Il reste encore 5 minutes si vous avez des questions. Si vous avez également peut-être des choses à préciser sur l'équipe, son fonctionnement. Donc on a bien compris qu'il y avait 5 case managers sur le territoire du Vinatier, que les portes d'entrée étaient essentiellement POP, Live, voilà. Peut-être une question sur l'accompagnement des proches. Quels sont les dispositifs pour accompagner les familles, les aidants dans les familles que vous accompagnez, et notamment les adolescents? Qu'est-ce qui peut être prévu spécifiquement pour les parents, les fratries? C'est vrai peut-être dire que déjà intrinsèquement à la pédopsychiatrie, on a une pratique familiale. Enfin, nous, on dit toujours un enfant tout seul, ça n'existe pas. Donc, intrinsèquement à notre pratique, on a une écoute et une préoccupation première pour les parents, pour comprendre ce qui arrive à un adolescent. Et après, en ce qu'il s'agit de les orienter, eux spécifiquement, ça arrive qu'on l'évoque, qu'on se dise, tiens, là, on a l'impression que les parents, ils sont tellement souffrants que de toute façon, c'est normal, ils sont plus en capacité d'être absolument disponibles pour leurs jeunes, ou eux-mêmes, ils ont énormément besoin d'aide. Et là, dans ces cas-là, on va réfléchir à les orienter vers des dispositifs d'aide aux aidants, qui existent aussi, là, pour le coup, sur notre hôpital. Quand c'est des situations par exemple, un jeune qui va entrer dans un trouble schizophréniforme ou dans un trouble bipolaire, là, assez spontanément, on va orienter les parents vers des dispositifs d'accompagnement pour les familles, qui eux-mêmes vont pouvoir orienter vers des dispositifs d'accompagnement plus spécifiques ou plus longs. Voilà, donc ça arrive dans certaines situations qu'on oriente les parents vers ces dispositifs-là. Et puis parfois, on réfléchit à eux-mêmes leur donner des conseils, par exemple, d'adresse de soins psychologiques. Oui, il peut arriver que ce soit même la famille qui soit le problème en soi. Alors on ne parle pas de problème, on parle qu'eux-mêmes, souvent, ils sont souffrants de manière réactionnelle. En effet, votre question est très pertinente et j'aurais besoin de plus que 2 minutes pour y répondre. Mais en effet, il y a en tout cas toujours un système qui va s'entretenir pour participer de la souffrance d'un jeune, sans que ce soit le jeune qui soit responsable de la souffrance de ses parents ou les parents qui sont responsables de la souffrance du jeune. Mais en tout cas, un système qui va trouver des points d'équilibre ou de déséquilibre et qu'il s'agit de prendre en compte. Mais ce n'est pas tant les parents le problème, ou en tout cas, quand c'est le cas, on mobilise la protection d'enfance. Par exemple, un parent qui frappe son enfant, là c'est évident qu'on va mobiliser la protection d'enfance. Mais pour tous les autres types de situations, on va plutôt penser un entretien, on va dire, de liens dysfonctionnels parce que souffrants
entre les parents et les enfants. Très bien, mais écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Je ne sais pas si vous avez encore un petit mot à ajouter. Et sinon, il me reste à vous remercier sincèrement. On était une 50aine en ligne là. Donc c'est plutôt très bien, très belle audience interne. Et puis bientôt sur YouTube. Donc merci beaucoup Pierre-Yves, merci Stéphanie, merci Pauline. Merci. Et puis à bientôt sur la chaîne du Vinatier pour un prochain webinaire. Merci de votre attention et à bientôt.